L'enquête menée par le céramologue David Poilane a débuté fin 2021. Il y a aussi quelques éléments fossilisés. Ce passionné de céramique travaille sur une tuilerie quasi oubliée. La tuilerie était un sujet où je devais faire appel à un spécialiste parce que je n'avais aucun document, il n'y a rien. C'est à partir de ces simples fragments, avec minutie et patience, qu'il s'entête avec des bénévoles à mesurer, répertorier chaque élément, dans l'objectif de cartographier ce lieu et publier des éléments qui permettront à d'autres chercheurs de mieux comprendre sa fonction dans ce secteur géographique, aujourd'hui redevenu une simple forêt. Les rebuts, donc on n'a que ça pour faire revivre le site, effectivement. Voilà. Donc on joue là-dessus, simplement. Pour élucider les mystères de la tuilerie, datée de plus de 600 ans, tout commence par une rencontre et quelques pas dans les bois. L'enquête scientifique débute au bout de ce chemin, dans le bois de Cornillon, situé à quelques kilomètres de Marcilly-le-Hayet. Datant du XIVe ou XVe siècle, un regard de spécialiste ou d'amoureux de la nature est indispensable pour trouver les traces de la tuilerie. C'est le hasard, on pratique des recherches sur une commune avoisinante, Villadin, qui est également un centre de production important de poterie et de terre cuite architecturale depuis la fin du Moyen-Âge. Et c'est en faisant des recherches dans les bois pour cartographier la zone d'extraction d'argile que donc on s'est naturellement dirigé vers Marcilly-le-Hayet, qui en fait est la continuité de ce banc d'argile qui chemine de Villadin jusqu'à Marcilly-le-Hayet. Donc là, on arrive sur le site de l'ancienne tuilerie médiévale. Donc on commence à voir les premiers reliefs de la structure de combustion qui semblerait être un four. Voilà. Et en arrière-plan, les différentes fosses d'extraction d'argile. Mais il n'y a que vous qui voyez ça. Oui, il faut avoir un œil un peu expert là-dessus, effectivement, mais bon, je vais vous montrer, on va très rapidement voir les choses ensemble. Alors en fait, il faut faire attention aux moindres détails, aux moindres reliefs de terrain. Donc notamment ici, là, vous avez derrière moi une vaste butte, voilà, une élévation de terre, qui est en fait le reste d'une structure, alors encore indéterminée pour l'instant, mais qui pourrait bien être une ou plusieurs structures de combustion, finalement des fours à tuiles. Hein, voilà. Et puis autour de cette structure, vous avez d'autres structures en creux ou d'autres élévations qui font soit référence à des bâtiments, soit à des fosses d'extraction, notamment d'argile, pour produire les matériaux. Si on suit l'argile, on trouve généralement les ateliers qui vont avec. Et quelquefois, on a des indices pour aller sur des sites, mais bien souvent, effectivement, c'est de la recherche à l'aveuglette. Hein. Les indices écrits sur l'histoire de ce bois de 300 hectares sont rares. Et nous, on est juste ici. Là. Ici, le propriétaire, curieux et amoureux de nature, s'est rapproché du céramologue pour percer une partie du mystère de la tuilerie. Pourquoi j'ai voulu en savoir plus? Parce que j'ai découvert, on est dans une amie qui faisait l'histoire sur des seigneurs du coin, j'ai découvert un seigneur de Cornillon. Et je me suis dit, un seigneur, ok, je vais écrire toute l'histoire des seigneurs de Cornillon. Mais je me suis dit, le sujet va être vite épuisé, donc je vais écrire tout ce qu'on peut dire sur un bois. Faune, flore, géologie, toponymie, les bornes, et la tuilerie, la chasse, la gestion, et voilà. Bien sûr, la tuilerie était un sujet où je devais faire appel à un spécialiste parce que je n'avais aucun document sur la tuilerie. Il n'y a rien. Alors Cornillon est un des fiefs de Marcilly-le-Hayet. Il y avait 6 ou 7 fiefs à Marcilly-le-Hayet. Donc personne ne s'est intéressé aux fiefs de Cornillon, tout simplement parce que les historiens de Marcilly ont parlé de Marcilly, parce qu'il y avait aussi des châteaux à Marcilly, mais pas de tous les fiefs. Donc il n'y a rien sur ce bois qui a toujours été seigneur, propriété privée. Là, on voit Cornillon avec une maison, une habitation. Et on retombe sur notre plan de 1647 avec Cornillon, qui fait partie de la baronnie de Villemort. Parce que je me doutais que c'était une tuilerie. Ce qui m'a fait drôle, c'est l'âge, le Moyen-Âge.
Ça nous renvoie quand même à un passé, ça redonne toute une vie. Et dernièrement, j'ai fait venir un historien, spécialiste des pierres taillées et pierres polies. Il a trouvé sur du grès dans le Cornillon des traces de polissage. Donc là, on remonte moins 5000, moins 10 000 ans. Donc il y avait déjà des gens à Cornillon, des habitants. Ce bois a toujours été habité, il y a une poubelle gallo-romaine, il y a une tuilerie maintenant qui est médiévale. Les bois ont une histoire et l'intérêt, c'est de la faire remonter, de la faire connaître. Si on ne le fait pas, ça sera de plus en plus dur pour le faire. Et puis ça m'a intéressé, ça m'a passionné. C'est une partie du passé qui va disparaître, c'est tout. Donc c'est un peu le patrimoine familial que je veux protéger et en même temps le patrimoine historique, végétal, minéral de ces bois. Tout le monde se déplaçait à pied, donc on laissait des traces par terre. Alors voilà justement, notamment les traces qu'on utilise, hein. Ça c'est une trace de roue d'un tracteur et en fait ça peut faire émerger des éléments intéressants, hein. Voilà, ça peut être les endroits où on peut trouver des éléments de tuiles ou de poterie qui sont collectés, qui sont après étudiés pour comprendre le site. Pour basculer de la passion à l'étude scientifique, le premier outil utilisé est un simple GPS de randonneur pour cartographier le site. Faire le contour de structure, donc comme ici, donc avec une démarre d'extraction d'argile. Donc là simplement donc on s'équipe d'un GPS et on fait le tour de la structure. Voilà. Alors ici il faut imaginer finalement une grande zone d'extraction, hein, qui va évoluer dans le temps, hein. Et donc on vient avec des chariots, hein, prélever de la terre directement dans le trou, hein, de terre argileuse, la mettre dans le chariot, emmener le chariot en direction de l'atelier, et puis là donc traiter la terre pour qu'elle soit utilisable pour la production des produits. On a environ une centaine de mares de structures creuses qui sont plus ou moins soit des mares, soit de simples fosses qui font 5-6 de diamètre. C'est assez variable. Il n'y avait aucun plan, il y avait une connaissance locale, je dirais, des propriétaires qui savaient qu'effectivement il y avait des points d'eau à ces endroits. Mais il n'y a aucun plan en fait, non. Justement le plan, nous le faisons à travers nos recherches et ce travail cartographique, les GPS. C'est un site qui est datable de la fin du Moyen-Âge. Il y a eu des occupations à la fois ce qu'on appelle domestiques de l'habitat, mais également des activités artisanales. Et jusqu'à nos jours, il y a peu de continuité dans l'occupation. Voilà. Donc l'homme est reparti, le site est tombé dans l'oubli et donc son histoire avec. Voilà. Donc sur le plan histoire locale, c'est intéressant de la faire revivre, mais également l'aspect archéologique avec la définition des productions du lieu qui sont exportées vers d'autres types de consommation. Donc il y a un double intérêt, il y a un intérêt, je dirais, histoire locale et puis un intérêt archéologique. Pour reconstituer l'histoire de cette tuilerie du Moyen-Âge, ici, pas de fouilles, juste des prélèvements en surface. On utilise encore une fois le GPS, mais avec l'option pointage. Voilà. Donc là, pour mettre ces points en plan, voilà, en plus des structures. Donc là, par exemple, j'en fais un second, un troisième et quatrième. Voilà. On cartographie tout, effectivement. On essaie de cartographier le maximum de choses, mais on ramasse que ce qui peut être utile à l'étude, d'une part pour éviter de s'encombrer avec des masses considérables de mobilier, mais également pour éviter aussi de défigurer un petit peu le site, lui retirer toute sa substance scientifique, hein. Un artefact intéressant, c'est une pièce qui présente des caractéristiques particulières, par exemple un crochet, un trou, une largeur, un détail spécifique, une empreinte d'un animal qui est porté dessus, une déformation spécifique, voilà, tous les éléments qui nous permettent de comprendre soit la production, soit la vie autour de l'atelier de production de céramique. On en a observé plusieurs centaines, on en a collecté environ 300, qui avaient un intérêt pour l'étude du site et de sa production. Je considère ça tout à fait normal, qu'il y ait une activité, alors que ce soit dans le bois ou ailleurs, mais il faut essayer de temps en temps de remonter le temps et puis de s'adapter. Il y a eu du monde partout, il y a eu des batailles partout. Il y a plein de choses dans les bois, plein de choses dans la terre, mais comme on vous l'a dit, on ne fait que regarder. Et il y a déjà beaucoup de choses à trouver et à comprendre. Le plus important, c'est de comprendre
Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les bois, vous avez beaucoup d'allées, de contre-allées, de fossés, de sentiers. Quelle époque? Pourquoi? Pour qui? On ne sait pas. Alors là, on voit Cornillon avec une maison, une habitation. Et on retombe sur notre plan de 1647 avec Cornillon, qui fait partie de la baronnie de Villemort. Si des arbres ont eu le temps de pousser sur le talus où la terre était transformée en pavé ou tuiles autrefois, les traces des points d'extraction sont davantage visibles. Il y a environ une centaine d'extractions autour de nous, dans un périmètre assez court en fait, hein. Ça couvre environ une centaine de mètres. Voilà. Il y a différents lits d'argile qui ont des caractéristiques différentes, et donc les tuiliers ont pu être amenés à préférer l'une ou l'autre pour leurs produits ou suivant les époques. Donc, ce qui explique pourquoi il y a des fosses qui sont plus ou moins profondes, plus ou moins sinueuses, plus ou moins étendues. Là, j'ai une photo lidar de la zone où nous sommes, avec tous les terriers, le four et le chemin d'extraction qui permettait d'évacuer les tuiles ou autres pavements. Nous sommes ici et le cheminement, il est visible. Voilà, il revient jusque là. Il fallait du bois, il fallait de l'argile, il fallait de l'eau. Sûrement des hommes. Alors, est-ce qu'ils habitaient sur place? Ça, c'est encore une autre question. Mais combien étaient-ils? Quelle a été la fabrication? Ça, on doit pouvoir le trouver. David a les surfaces. On peut imaginer le volume, divisé par le volume d'une tuile ou d'un pavement. Et ça va nous faire un certain nombre de millions de pièces qui ont été fabriquées ici, qui ont servi aux églises, aux maisons des villages environnants, on ne sait pas. Peut-être qu'il va falloir faire le tour des villages pour monter sur les toits pour voir la structure des tuiles en situation. Ces indices pour reconstituer l'histoire de la tuilerie sont contenus dans des caisses comme celle-ci. Leur analyse est réalisée dans cet atelier de Marigny-le-Châtel. Le travail, c'est après lavage, c'est d'identifier les objets et de les dater. Donc là, entre autres, hein, ici on est sur des tuiles. Hein, donc vous avez des différents types de tuiles. Vous voyez, une tuile rectangulaire avec un crochet ici, hein, voilà, d'époque médiévale. Et puis le même type de tuile, enfin un petit différent, mais qui rentre dans la composition d'un toit de la même époque. Voilà. Et puis ici également des éléments de carrelage, voilà, avec ou sans glaçure, voilà, des éléments de décoration. On cherche simplement à trouver des éléments qui nous permettent par la suite d'identifier les productions du site en dehors du site. Et donc pour ça, en fait, on va s'attacher à définir les pâtes qui sont produites sur le site. Voilà. Donc on vient créer des coupes sur les objets, hein. Donc j'en fais une devant vous là, par exemple. Hein. Voilà. Et en fait, ça sert juste à raviver, voilà, à raviver un petit peu la pâte, qui me permettra par la suite de appréhender la diffusion des produits d'atelier vers des sites de consommation. Voilà. Il n'y a aucun registre là-dessus, non. Et au niveau des archives, on n'a rien du tout, hormis la mention de tuilerie sur un plan médiéval. Sinon, au-delà de ça, non, effectivement, on n'a aucune trace. La date est là, 1406, au lieu dit la tuilerie. Les seules traces qu'on ait présentes, c'est celles du site, donc à travers les structures ou aussi à travers les éléments, enfin les rebuts de fabrication du site. C'est un travail d'enquête, oui. Quand on arrive sur un site, on ne sait pas ce qu'on va y trouver, ce qu'on va pouvoir en faire. Donc c'est par l'âge immobilier, par les études qu'on en fait, par les parallèles qu'on peut faire avec d'autres sites, qu'on peut prendre conscience de l'intérêt du site en fait. Hein. Au départ, on ne sait pas. Concrètement, là, notre atelier va se dérouler ainsi. Hein. On va passer chaque élément qui est de la caisse à la tenaille pour en réaliser une cassure fraîche. Et on va donc pouvoir comme ça répartir les éléments en groupes, d'après les pâtes. Voilà. La suite de tout ça, c'est que ce groupement en pâtes, ensuite, va être utilisé pour également prendre des mesures. On va prendre des mensurations, des épaisseurs, des largeurs quand on en a. Voilà. Et tous ces éléments-là vont être entrés dans une base de données qui, on l'espère par la suite, va donner des éléments intéressants pour essayer de un peu mieux définir les productions. Voilà. On cherche finalement à avoir des caractéristiques spécifiques du lieu de production pour pouvoir ensuite les utiliser pour les sites de consommation. Voilà. Quand je dis utiliser, c'est qu'en fait, ça nous permet à la fois
d'avoir donc une idée d'où proviennent les produits qui sont utilisés sur les sites de consommation, mais également, par retour d'information, de savoir aussi finalement à quelle époque ils sont consommés. Puisque nous, sur le site, si on a les produits, les rebuts de fabrication, finalement, on a très peu d'éléments datant de chronologique. Et donc, c'est ce retour entre les sites de consommation et les sites de pollution qui vont en fait, se nourrir mutuellement, quoi. Vous avez d'une part la pâte, l'argile, dans laquelle il y a des inclusions. Les inclusions, ce sont des minéraux ou des éléments incorporés dans la pâte, de type organique aussi, quelquefois. Écoutez, je vois différents minéraux, hein, donc des éléments de quartz. Il y a aussi quelques éléments fossilisés, des coquilles. Et puis après, ce que j'appelle des boules orange, c'est certainement de l'argile hein, qui a été mal mélangée ou des éléments de chamotte, d'argile cuite qui a été intégrée à la pâte. C'est l'observation de ces éléments-là qui me permet de créer des groupes différents. Voilà. Absence, présence, abondance ou pas du tout. Voilà. Une inclusion rouge ou orangée. Voilà. En travaillant sur les formes, anguleuses, émoussées, arrondies, sur un effectif, une abondance ou pas de ces inclusions dans les pâtes. On joue sur le maximum d'éléments à notre disposition pour pouvoir discriminer au mieux les productions. Voilà. Donc là, Caroline, elle va nous prendre les mesures des produits, donc les épaisseurs, les largeurs, les hauteurs, ce qu'on appelle une hauteur, la dimension des trous, la dimension des crochets, voilà. Et toutes ces informations vont être rentrées dans une base de données pour pouvoir en tirer des caractéristiques propres à l'atelier. Ensuite, j'ai une autre tuile qui fait 1,6 cm d'épaisseur, c'est la 101, avec un crochet central donc, et un trou à gauche. Attends. On est psychorigide là-dessus, il faut amasser le maximum d'informations, même si ça paraît être du détail. 16 cm de large, crochet donc central et un trou rond à gauche. C'est ces éléments-là qui nous permettent par la suite de vraiment pouvoir affiner les provenances. Hein. De toute façon, on joue sur du détail. Hein. Voilà. Gauche. À gauche. Alors, 1, ok. Trou carré à gauche qui fait 0,7 mm. C'est des indices qui vont effectivement permettre de resserrer autour de l'atelier. L'argile qui est employée, enfin, c'est vraiment ça. L'argile et éventuellement la préparation, on travaille que ce sur quoi on a la main, donc on a la main sur les matériaux, sur les rebuts. Voilà. Les rebuts, donc on n'a que ça pour faire revivre le site, effectivement. Voilà. Donc on joue là-dessus, simplement. Un jeu qui nécessite une infinie patience et tout autant de rigueur pour les traduire en données exploitables. Nos recherches ont été au départ parties de Villadin, ici, et elles ont progressivement migré vers la tuerie de Marcilly-Huaillé. Donc là, en fait, on est sur la tuilerie. Donc, vous avez différentes structures qui ont été mises en plan. Donc, les structures qui vont du bleu clair au bleu foncé, ce sont ou même le vert, pardon. Ce sont toutes les extractions d'argile qui servent à la production d'aturie qui est plus au nord. Donc, on a quelques structures en rouge ici, qui sont soit des structures de combustion a priori, soit des bâtiments qui sont utilisés pour le séchage ou la production des produits. Mais on a également quelques éléments qui sont liés à l'occupation du site. Donc on a des restes de poterie qui donc nous renseignent un petit peu sur le type d'occupation domestique, mais également la période d'occupation. Voilà. C'est un site de production sur lequel on vivait aussi. C'est à la fois un site, ce qu'on appelle domestique, un site d'habitat, voilà, où les gens vivaient, hein, mais également un site où on y produisait des matériaux de construction. On va opérer un choix dans les éléments qu'on va dessiner, parce qu'ils apportent une information particulière. Voilà. Par exemple, là, je vous montre sur un produit, donc une même tuile accrochée, hein, ici, hein, voilà. On a, pour la même tuile, donc une avec un seul trou, voilà, un côté d'un crochet, et une autre avec deux. Chaque année, dans notre démarche scientifique, on rédige un rapport, voilà, de nos recherches. Chaque point, c'est un élément de tuile, ce qu'on appelle un artefact. Un artefact, c'est un élément qui a été fait par l'homme, donc un fragment de poterie, un fragment de tuile, un élément de silex taillé. Il y a quasiment autant de temps de recherche de terrain que d'écriture de rapport, effectivement. Oui. La publication, elle permet donc au plus grand nombre, mais surtout aux chercheurs, hein, d'avoir accès facilement aux données de site.
Si on se place dans le cas d'un site de consommation qui a de la tuile, voilà, si le chercheur du site investigue pour savoir d'où proviennent ces produits, il pourra faire référence à notre article pour effectivement juger si ces produits peuvent ou pas provenir de la tuilerie qu'on étudie. Nous, finalement, on fait le lien entre un lieu de production à différents produits qui sont peut-être connus par ailleurs, mais qui ne sont pas attribués géographiquement. Pour reconstituer ce pan d'histoire oublié à partir de fragments, chaque caisse d'artefacts est traitée avec la même précaution. Grosso modo, on va dire qu'on peut passer 2 jours, 3 jours, en suivant ce qu'on y fait, quoi, voilà. Entre le lavage, l'observation des pattes, la prise de mesure et puis le dessin, on peut y passer plusieurs jours, quoi. Pour mener l'enquête, David Poilane est soutenu par 8 bénévoles, tous émerveillés de toucher ces traces de vie. En fait, sur le lieu de production, on a également toute une basse-cour qui, eux, en fait, vont par inadvertance, ça veut dire marquer les matériaux qui sont produits sur place. C'est des recherches qui sont extrêmement chronophages, étendues. Et donc, on est toujours à la demande de participants pour nous aider dans nos recherches de tous les jours. Voilà. Soit sur le terrain, soit en laboratoire pour les différentes études de mobilier. Il suffit d'être à l'écoute, il suffit d'être curieux, il suffit d'avoir un petit peu de sensibilité et puis de ressentir les choses quand on trouve un tesson dans un endroit comme celui-là. C'est revivre, c'est faire renaître le passé. C'est une curiosité, savoir d'où il vient, savoir comment il est fait, savoir le fouiner un peu, l'examiner, le dessiner et puis après comprendre ce qu'il était, quoi. On travaille dans le respect, c'est important aussi, ça. La collecte est toujours en cours en fait, on est toujours en train d'exploiter le site. La cartographie globale du site a été déjà réalisée et maintenant effectivement on s'attache à faire des prélèvements sur chaque zone du site pour essayer un peu mieux comprendre son organisation. En fait il y a une programmation en amont, on définit des journées d'études, voilà. On récupère auprès de chaque participant leur disponibilité et ensuite on lance des actions par rapport à tout ça, quoi, voilà. Que les bénévoles soient novices ou pas, David Poilane prend le temps de transmettre sa passion pour les terres cuites, passion née durant l'enfance. Aux alentours de 10 ans à peu près. 10 ans où j'ai commencé à m'approcher à l'archéologie et très rapidement la céramique. Un toucher, un regard sur des formes et puis progressivement je suis devenu curieux sur l'origine de ces formes, comment on les fabriquait, à quoi elles servaient. Et donc progressivement, j'ai atterri dans l'étude de ces matériaux, quoi. Je suis curieux en fait de nature, j'aime bien tout démonter. Alors, donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aller dans l'axe de la recherche, voilà. Et puis aussi ce côté un petit peu, un peu l'atmosphère du lieu de recherche, ce qui est intéressant aussi. Le relevé des indices avant publication sur cette tuilerie du Moyen-Âge devrait s'achever fin 2022. S'il restera une part de mystère sur la vie quotidienne dans ce lieu, son référencement devrait permettre d'éviter qu'il sombre dans l'oubli.